Ok, bonjour à tous. Ça me fait hyper plaisir de voir que vous êtes aussi nombreux. Je ne m'y attendais pas forcément, je suis contente. Est-ce que tout le monde entend ma voix, même au fond? Ou plutôt, est-ce que quelqu'un a du mal à m'entendre? Ok, j'ai l'habitude de parler sur le micro parce que je suis d'origine italienne et je parle avec mes mains. Et je me suis rendu compte à une conférence que si j'ai un micro dans une main et des fiches dans une autre ou la télécommande de l'ordinateur, j'y arrive plus. Donc du coup, maintenant, je parle sans micro. Je préfère. Alors, de quoi je vais vous parler aujourd'hui? Ce que je vais vous présenter, en fait, c'est un retour d'expérience de ce qui marche pour nous, pour notre équipe, au niveau de l'agilité. Je ne vais pas vous donner des dogmes, des recettes magiques. Si c'est ça que vous attendiez, vous allez être déçus. Je vais vous parler de ce qui marche pour nous. Par contre, peut-être que vous allez trouver de l'inspiration pour vous, pour vos équipes. Je l'espère en tout cas. Normalement, on a le temps. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions ou à réagir quand vous le souhaitez. Si je vois qu'à un moment, on a moins le temps, je raccourcirai les phases d'interaction. Mais on a le temps, donc l'idée, c'est n'hésitez pas à interagir. Alors, oups. Je vais y arriver, le stress du début. Qui je suis? Alors, moi, j'ai mon XP Agile. C'est à peu près 10 ans. J'ai commencé quand j'étais chez France Télécom, il y a 10 ans de ça, sans vraiment savoir que c'était de l'agilité. J'ai eu un passé de consultante agile, on va dire, pendant 7 ans à peu près. Et ça a été une vraie chance, en fait, parce que j'ai pu voir de l'agilité dans des contextes très variés. Des petites entreprises, des grandes entreprises, des petites équipes, des grandes équipes, des projets courts, des projets longs, des projets innovants, des projets très legacy. Et du coup, j'ai pu apprendre plein de choses. Je me suis pris des murs, parce que l'agilité, c'est pas facile au début, en vrai, et c'est pas facile pendant même assez longtemps. Et j'ai su apprendre de ces murs. Et aujourd'hui, j'ai de la chance parce que je suis dans une équipe où je vais vous en parler justement aujourd'hui, où j'ai plus de liberté pour faire un peu comme je le veux et pas forcément me limiter à ce que le client veut qu'on fasse ou ce qu'on a vendu au client. Et donc j'ai plus d'autonomie et je peux expérimenter des choses. Et du coup, j'ai des choses intéressantes à vous ramener. Enfin, intéressantes, j'espère. Pour vous dire à quel point je suis une agiliste convaincue, je suis agile à la fois dans ma vie pro mais aussi dans ma vie perso. Vous pourrez trouver sur le net en fait la conférence que j'ai fait notamment à l'Agile Tour Montpellier sur agilité et vie perso avec une autre Émilie en fait. Où notamment j'ai expliqué comment j'ai trouvé mon mari avec un Kanban. Voilà. Normalement, je pense qu'on devrait pouvoir mettre les slides à disposition, vous aurez le lien. Sinon, vous cherchez mon nom et Agile Tour Montpellier, vous trouvez. Aujourd'hui, en fait, je suis PO d'une équipe agile qui construit un produit innovant, un produit, je vais vous en parler un peu plus tard. En fait, je suis product owner, mais je suis aussi facilitateur, manager. Je suis devenue plein de choses. Et du coup, je vois plein d'aspects de cette équipe. Et c'est de ça que je viens vous parler aujourd'hui. Là. Alors, quand je vous dis que je ne vais pas vous donner des recettes magiques, c'est parce que notre équipe elle a un contexte un peu particulier. Un contexte qui est en fait assez idéal. On est en train donc, on est une structure de labs, de R&D, on va dire, dans un groupe plus grand qui est plutôt orienté service et qui a décidé de diversifier son activité en créant un produit. Du coup, il y a un fort enjeu dans la création de ce produit, en fait, pour toute l'entreprise. On s'est donné une roadmap ambitieuse. Et ce qui est génial, c'est que la direction du groupe, en fait, s'est dit, on leur donne des enjeux ambitieux, laissons-leur les moyens de s'organiser comme ils le veulent pour les atteindre. Et donnons-leur les moyens de le faire. Donc, on a pu recruter une équipe spécifiquement pour le projet, alors que dans la plupart des cas, quand on commence à faire de l'agilité, on prend une équipe existante dans laquelle on essaye d'amener de l'agilité. Nous, on a pu construire notre équipe en intégrant ce facteur-là dans la construction de l'équipe, faire construire une équipe agile dès le début. Et on nous a vraiment laissé une autonomie d'organisation. C'est-à-dire qu'on n'a pas à se plier à des process, on n'a pas à se plier à des formes de reporting, etc.
On a globalement même une autonomie à peu près... les seules choses qu'on a à respecter, c'est les enjeux sur lesquels on se met d'accord avec la direction, et éventuellement du budget, mais pour l'instant, ça nous a jamais vraiment freiné en fait. Donc, je suis consciente que c'est un contexte idéal, c'est pour ça que tout ce que je vais vous dire n'est pas forcément applicable en l'état dans toutes les équipes. Et j'en suis bien consciente, je sais que je suis une grosse chanceuse en fait, et une grosse vénarde d'être dans cette équipe-là. En fait, le fait d'avoir cette autonomie, ça me permet du coup de me servir de toute la frustration que j'ai pu accumuler pendant mes années de conseil, à ne pas pouvoir faire de l'agilité comme je pensais la faire, comme je pensais devoir la faire, comme je sentais que je devais la faire, et du coup transformer cette frustration en quelque chose de positif en essayant d'expérimenter des choses. Et du coup, ce que j'ai expérimenté, c'est le fait de revenir aux bases de l'agilité, c'est les valeurs. Les valeurs de l'agilité, en fait. Donc, on a dessiné un peu notre arbre de valeurs de l'équipe. Et concrètement, on n'utilise pas de méthode, en tout cas pas de méthode toute faite. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, je ne vous parlais pas de Scrum, de Kanban, etc., de XP. On n'utilise pas, en fait. Nous, nos deux critères principaux de travail, c'est le pragmatisme. Il faut qu'on fasse des choses qui nous servent. Et l'amélioration continue. En fait, on découvre petit à petit ce dont on a besoin et on se crée au fur et à mesure les outils et les pratiques qui nous sont utiles. Et aussi, on les fait évoluer. On n'a pas peur de jeter des choses qu'on a faites et qui finalement ne marchent pas. On se donne le droit à l'erreur. Ce qui nous donne une méthode qui est en fait relativement lean, au sens où on n'a pas tout un corpus de pratiques dont on ne sait pas pourquoi on les applique. On a des pratiques qu'on a introduites parce qu'on avait un besoin à un moment donné. Et donc la méthode qu'on a ne contient que ce dont on a strictement besoin. Et mine de rien, quand on a des nouveaux qui arrivent dans une équipe, avoir une méthode qui est aussi maigre que possible, le sens primaire de lean, c'est maigre, ça facilite l'appropriation en fait, par les nouveaux dans l'équipe. De la même façon, pour mieux accueillir les nouveaux dans l'équipe, c'est très important de documenter notre méthode, parce que quand on utilise une méthode, on va dire, officielle, genre chez nous on fait du Scrum, facile, tiens, t'as un nouveau dans l'équipe, voilà, tu lis le bouquin de Scrum, c'est bon, t'es formé, enfin tu sais comment on travaille. Nous, on ne peut pas se reporter en fait à une bibliographie pour expliquer aux nouveaux dans l'équipe comment on travaille. Donc c'est important qu'on documente cette façon de travailler. On le fait comment ? On a un poster de nos règles de fonctionnement d'équipe sur le mur. C'est des grands papiers craft, ça couvre on s'est servi des placards. On n'a plus beaucoup de place pour afficher sur les murs maintenant. Et donc à chaque fois qu'on prend une décision d'une pratique ou d'un outil à utiliser, on écrit ça sur le papier craft. Et du coup, quand un nouveau arrive, on lui présente ce papier craft. On a aussi tous nos rituels d'équipe qui sont donc on fait des invitations dans un calendar. Et on définit le cadre de chaque rituel, l'objectif, combien de temps ça dure, etc., dans l'invitation. Ce qui fait que quand on a un nouveau, on l'invite à ces rituels et au final, il a la définition du cadre. Également, on va documenter les décisions qu'on prend en équipe dans un wiki, dans Confluence. Voilà. C'est quelque chose qui est très important pour que dans la croissance de l'équipe, pour que des choses qu'on a montées à 4, 5, 6 puissent continuer d'être partagées avec tous les nouveaux et que tout le monde s'approprie facilement la méthode. Alors, je vous disais tout à l'heure que on a un produit un peu spécifique. Là, je vais vous parler un tout petit peu du produit. Si vous voulez en savoir plus, vous pourrez toujours aller sur notre site web. En fait, on fait un back-end clé en main, installable. Et c'est un enabler technique. Si on veut, les utilisateurs, c'est des développeurs. Donc, c'est un produit qui est très technique. Et ça a des conséquences par rapport à la façon habituelle de s'organiser dans une équipe agile. C'est-à-dire que comment dire, comme c'est un produit technique,
alors, je vais quand même utiliser quelques termes classiques de l'agilité. Est-ce que quelqu'un ne sait pas ce que c'est qu'une user story? Il n'y a pas de honte à pas savoir. Hein. Ou un product owner? Ok. Donc moi, je suis product owner de Cuzzle. Je suis quelqu'un qui a fait une école d'ingénieur, j'ai un background technique, mais globalement, dans ma vie professionnelle, j'ai fait que du fonctionnel. Et d'écrire des user stories sur un produit qui est très technique, les spécifier, je ne suis pas pertinente pour ça. Forcément. Enfin, c'est un produit technique. Les user stories, ça va être des choses comme mettre en place du failover. Ouais, comment je fais mes critères d'acceptance, etc. C'est des choses que je ne sais pas définir, moi. Donc c'est assez spécifique, en fait, ça nous a obligés à redéfinir un petit peu comment on joue le rôle de product owner dans l'équipe. Et de fait, la responsabilité de product owner aujourd'hui, elle est partagée entre 3 groupes de personnes. Il y a nos product owners stratégiques qui est en fait la direction, parce que comme je vous disais tout à l'heure, Cuzzle c'est un enjeu fort pour notre groupe, c'est un enjeu de stratégie. Donc, c'est eux qui définissent et priorisent les enjeux et ils définissent les jalons principaux de la roadmap. Bien sûr, nous, on leur dit c'est faisable, pas faisable, on ajuste, etc. Mais c'est eux qui nous disent, ben voilà, courant d'année, on aimerait pouvoir aller parler à des prospects à tel moment et leur faire des démonstrations de tel ou tel point. Oui? Alors, donc, ils jouent le rôle de ce que j'appellerais product owner stratégique. Comme je vous disais, moi, je suis incapable de définir le périmètre précis du produit. Donc en fait, l'équipe de développement joue un rôle aussi de product owner dans la mesure où c'est l'équipe qui va définir le périmètre qui est cohérent avec les enjeux fixés par les product owners stratégiques. Et c'est eux qui aussi construisent la roadmap. Ça se fait comment? On fait des ateliers StoryMap tous ensemble. StoryMap, je vous laisse regarder si ça vous intéresse, mais l'idée c'est de construire un périmètre sous forme d'un poster où on va pouvoir voir tout ce qu'on veut faire de façon priorisée. Ça permet d'avoir une idée du périmètre en un coup d'œil au final et de pouvoir suivre aussi l'avancement. Et vous allez me dire, mais ok, t'es product owner toi, mais du coup tu fais quoi dans tout ça? Enfin, s'il y a des gens qui définissent la roadmap, et puis il y a des gens qui définissent le backlog, et toi, tu fais quoi en tant que product owner? Ben, mon boulot à moi, c'est de faire en sorte que l'équipe ait toutes les infos dont ils ont besoin pour construire un périmètre qui est cohérent par rapport aux enjeux, de les challenger sur ce périmètre qu'ils sont en train de construire, parce que je le comprends quand même. Hein. Je ne sais pas le construire, mais je le comprends. C'est un petit peu comme l'italien. Je comprends l'italien même si je ne sais pas le parler. Je ne sais pas si ça vous parle comme analogie. Et aussi, je pilote opérationnellement, c'est-à-dire que j'essaye de voir par rapport aux enjeux qu'on s'est fixés, où est-ce qu'on en est, avec l'aide de l'équipe, bien sûr, et du coup, est-ce qu'on est bien ou pas pour atteindre nos enjeux? Et si on n'est pas bien, ben, voir quelles actions on met en place en termes de pilotage, que ce soit diminuer le périmètre, bouger les dates, etc. Voilà. Du coup, comme c'est toute l'équipe qui joue le rôle de product owner, et que c'est un produit technique, c'est très important en fait qu'au-delà de la propriété collective du code, on ait la propriété collective de l'architecture dans l'équipe. Notre produit, on veut qu'il soit, comment dire, qu'il ait une excellente qualité et de façon durable, parce que en fait, le reste du groupe va, à un moment ou à un autre, devenir intégrateur de ce produit. Donc en fait, c'est travailler pour l'avenir que de faire un produit d'une bonne qualité. Et donc l'architecture, on y met beaucoup de soin. Pour vous donner une idée, on travaille beaucoup avec des ateliers de conception, et aujourd'hui la conception en groupe, ça nous prend environ 30% de notre temps d'équipe. Je ne sais pas si dans vos projets, c'est des choses que vous avez déjà observées. C'est en fait un temps qu'on estime important de passer, parce que plutôt que de concevoir seul dans son coin, déjà concevoir tous ensemble, on couvre plus de cas. On partage mieux, donc du coup, on peut plus facilement reprendre le code des uns des autres. Il n'y a pas de précaré en fait. Voilà, donc c'est très important pour nous de travailler à cette propriété collective de l'architecture. Donc, comme je vous disais, on le fait avec des ateliers de conception. On a aussi un backlog visuel des sujets de conception à traiter. Donc, on a mis un poster au mur. En gros, dès que quelqu'un a une idée nouvelle,
il va la mettre dessus. Par exemple, ça pourrait être intéressant qu'on rajoute ça comme fonctionnalité. Ou qu'on ajoute... globalement, souvent, c'est de l'ajout de fonctionnalité ou qu'on refactor ça aussi. Ça, c'est pas super pertinent ou efficace. On met un post-it. Et puis, du coup, on va pouvoir en discuter, on va les prioriser, on va prioriser les actions tous ensemble. Et ça permet, en fait, de rendre chaque personne de l'équipe acteur sur l'amélioration continue de notre architecture. On documente nos décisions d'architecture dans Confluence, en fait. Ça, je vais vous en parler un peu plus tout à l'heure. Mais c'est important aussi de tracer pourquoi on a pris telle décision à tel moment. Ne serait-ce que quand quelqu'un vient la remettre en question plus tard, se rappeler de pourquoi on avait fait ça comme ça peut être bien, en fait. Et puis surtout, on prend le temps d'intégrer les nouveaux. Parce que, on construit l'architecture, à un moment donné, on est, je sais pas, à 6. Il y a un 7e qui arrive. Comment on fait pour que lui aussi, il ait la propriété collective de l'architecture? C'est pas forcément évident, en fait. Donc, c'est une tâche à laquelle on consacre vraiment du temps, on essaie de le faire vraiment bien. On a progressé sur le sujet, je vous en parlerai tout à l'heure, au fur et à mesure du temps. Et ça nous a permis, en fait, de grandir harmonieusement, en fait. En un an, on est passé de 4 personnes à 12 personnes. Alors, ce qui marche à 4 ne marche pas forcément à 12. Faire des réunions tous ensemble, des ateliers de conception à tout bout de champ, tous ensemble, à 4, c'est gérable, à 12, c'est plus compliqué. On avait tendance aussi à prendre des décisions à l'oral quand il y avait un peu... on n'attendait pas forcément les rétrospectives quand il y avait un souci qui se posait et quelqu'un qui disait « Ah, ça serait bien qu'on fasse comme ça ». Quand on était 4, on se parlait et puis on disait « Ok, on va faire comme ça ». Voilà. Et il n'y avait pas forcément des discussions très longues. Quand on commence à être 8, 10, on a un peu plus d'avis différents, les discussions commencent à prendre plus de temps et ça devient beaucoup moins efficace. Donc on a dû adapter nos pratiques en fait, au fait qu'on grandissait. Il y a aussi le contexte qui évolue. Au début, on était en phase vraiment de R&D, on a commencé par faire des POC, on n'avait pas de visibilité extérieure, donc on était un peu en vase clos. Aujourd'hui, on a un peu plus d'enjeux au niveau de la roadmap, on a un peu plus de visibilité parce que on a notre code qui est sur GitHub, on a un site web, on a des prospects qu'on va voir, ce genre de choses. On a de la communication à fournir, on a de plus en plus d'activités différentes à gérer. Et donc du coup, notre méthode, elle doit forcément évoluer. Quand le contexte évolue, comme je vous disais, notre méthode, elle est basée sur nos besoins. Du coup, le contexte évolue, les besoins évoluent, la méthode, elle doit évoluer forcément. Et nous, en fait, c'est les rétrospectives qui nous aident à faire évoluer notre méthode. En fait, quand on a commencé le projet, la seule pratique que j'ai imposée à l'équipe, c'est la rétrospective. Tout le reste, on n'a fait rien. On avait 0 pratique, 0 outil. On les a tous construits ensemble. Mais la seule pratique qui était obligatoire, c'était la rétrospective. Est-ce que quelqu'un ne sait pas ce que c'est qu'une rétrospective? Ok. La rétrospective, en fait, c'est un rituel qui vient de plusieurs méthodes agiles, qui en fait consiste à se poser régulièrement des questions sur notre façon de travailler en équipe, voir ce qui marche bien pour le pérenniser, travailler sur ce qui ne marche pas bien pour voir comment on peut l'améliorer, et du coup, après, évaluer le bénéfice des actions d'amélioration qu'on a mises en place. C'est un moment en fait clé dans l'équipe où on va pouvoir justement s'améliorer ensemble, mais aussi partager des feedbacks, vider ce qu'on a sur la patate, quoi. Des moments, des trucs qui sont mal passés dans des itérations, il y a besoin de le dire. Se dire aussi les choses qui marchent bien. Là, nous, vous voyez, on a une colonne cœur, en fait, dans notre recueil de faits de l'itération, enfin, des 2 semaines qui viennent de passer. C'est les cœurs qu'on a envie de donner à quelqu'un qui a fait quelque chose qui nous a fait plaisir, sauvé la vie, il y a eu des fois, t'as passé 1 semaine à remettre à jour les tests parce qu'on a changé le framework de test. Franchement, c'était chiant à faire et juste merci parce que j'ai pas pu le faire moi, quoi. Et ça, mine de rien, la personne qui s'est fait chier pendant 1 semaine à faire ça, juste, ça lui fait chaud à son petit cœur. Et quand il y a une tâche chiante la fois d'après, il y va avec plus de courage, quoi. Donc, c'est hyper important. Dans les projets, on a souvent tendance à se dire les choses qui marchent pas bien.
à dire les choses qui marchent bien d'un point de vue global, mais à les remercier les personnes, à se dire on est content de bosser ensemble, je suis content de bosser avec toi, avec toi, avec toi, avec toi. Ça, c'est un truc qui maintient de la motivation sur le long terme, c'est hyper important. Bref, c'était un petit aparté sur les petits cœurs, je trouve que j'aime beaucoup et qui, de mon point de vue, marche super bien. Donc, je vais vous prendre un exemple sur comment les rétrospectives ont fait évoluer notre méthode. Comme je vous disais, on fait régulièrement des ateliers de conception. Au début, on s'était dit, on va faire un atelier de conception de 2 heures par semaine. Il y avait 3 développeurs, dont 2 étaient à mi-temps, donc ça faisait en gros 2 équivalents temps plein de développement. Et on faisait 2 heures de conception par semaine. Et puis on s'est rendu compte qu'en fait, on concevait plus vite que ce qu'on arrivait à développer. Donc du coup, on commençait à faire du stock. Ça, c'est pas bien. Du coup, on s'est dit, ok, on va passer à un atelier toutes les 2 semaines. Et si on a besoin, on en rajoute un ad hoc. C'est genre, sans que ce soit dans un cadre précis, on rajoute un atelier de conception sur un sujet spécifique. Ça a bien marché pendant un temps, puis l'équipe a continué de grandir, et à un moment, on a commencé à traiter plus de sujets en parallèle, et on faisait de plus en plus d'ateliers ad hoc. On a dit, on va repasser à un atelier par semaine. Et on garde le principe de l'atelier ad hoc en plus s'il y a besoin. Donc tout ça, ça se passait en rétrospective à chaque fois, de se dire, on commence à faire beaucoup d'ateliers en dehors du cadre. Et en fait, quand on a continué à grandir, il y a un moment où on passait un peu notre temps en atelier, quoi. Et un jour, en rétrospective, Anthony pose un post-it, il y a trop de réunions. Ok. Alors nous, dans notre façon de faire les rétrospectives, chaque personne a 3 barres qui va répartir entre les différents sujets dont il veut parler. Ce sujet-là se fait submerger de barres. Manifestement, c'était quelque chose qui couvait depuis un petit moment. Il fallait en parler. Et donc Anthony nous explique, les réunions, elles sont super intéressantes. Elles sont efficaces, on ne prend pas plus de temps que ce qu'il faut, etc. Mais c'est juste qu'il y en a beaucoup. Et du coup, j'ai plus le temps de coder. Frustration du développeur, en fait, moi, ce que j'aime avant tout, c'est coder. Faire de la conception, c'est bien, je reconnais la valeur de ce que ça apporte, mais je peux plus coder, j'ai plus le temps. Et du coup, le produit avance pas vraiment aussi. Comment on fait? Donc on en a parlé en équipe, et on s'est dit que maintenant, vu le nombre qu'on était, vu le nombre de sujets qu'on avait à traiter, on allait devoir faire un deuil. C'était plus possible que tout le monde conçoive tous les sujets ensemble. Ok. Mais je vous ai dit, la propriété collective de l'architecture, c'est super important pour nous. Comment on fait? On a construit notre méthode à nous. On s'est dit, on va faire des groupes de travail volatiles. C'est-à-dire qu'à un moment, on a besoin de travailler, je prenais l'exemple du failover, on a besoin de travailler sur le failover. Alors, qui est intéressé pour travailler sur le failover? Sur Slack, on se crée un channel spécifique sur lequel les gens vont pouvoir discuter. Quand ils ont besoin de faire un atelier, ils annoncent à la cantonade et sur Slack, à l'équipe globale, pas que aux gens du groupe de travail, on va faire un atelier sur tel sujet précisément. Les gens qui veulent venir, qui peuvent venir, qui sentent qu'ils peuvent apporter quelque chose, viennent. Et surtout, à la fin, on fait un compte-rendu sur Confluence. On a fait un autre truc pour pouvoir partager tout ça et avoir des échanges. C'est qu'on a transformé notre rituel habituel de l'atelier de conception en atelier de partage. Une fois par semaine, on a un moment où en fait les différents groupes de travail vont expliquer aux autres personnes de l'équipe quels sont les sujets sur lesquels ils ont avancé, quelles sont les décisions qui ont été prises, pourquoi. Chaque personne de l'équipe peut du coup poser des questions, apporter du feedback, dire tiens c'est bizarre mais du coup comment vous faites ça, vous avez prévu ce cas, ou moi j'aurais pas fait comme ça, et ça amène de la discussion quand même. Et même si on split un peu plus les équipes, pas les équipes, mais même si tout le monde ne peut pas participer tout le temps à tous les sujets, au final, tout le monde continue d'avoir une bonne visibilité sur l'ensemble des sujets. Et c'est ça qui est important, en fait. Il y a une règle, en fait, importante qu'on a mise en place, et c'est pas seulement pour les ateliers de conception, c'est la règle des 2 pieds. J'ai piqué ça au principe de l'open space. En fait, la règle des 2 pieds, c'est si à un moment je considère que je n'apprends plus ou que je ne contribue plus dans un atelier, je peux m'en aller. Le seul où on n'a pas le droit de le faire, c'est la rétrospective. Mais sinon, tous les autres ateliers,
N'importe quand, les gens même s'ils ont commencé à faire l'atelier, ils peuvent partir sans se justifier, juste ils le disent qu'ils sortent de l'atelier. Des gens peuvent aussi entendre dans un atelier qui se passe et ils avaient décidé de ne pas y aller, quelque chose qui éveille leur attention. Ils disent tiens, là-dessus j'ai peut-être quelque chose à apporter, je vais rejoindre l'atelier. Et c'est pas un problème en fait. Ça fonctionne bien. On a dans notre espace, du coup, on a prévu une grande place. Il y a un espace où il n'y a pas de bureau, où les gens peuvent facilement ramener leurs chaises et puis du coup se poser pour discuter. Ce qui fait que les autres peuvent quand même entendre ce qui se passe pendant ces ateliers et intervenir si ça leur va, s'ils ont envie. Du coup, ça fait que, au final, on arrive à être vraiment tous au courant de l'architecture, de tous la partager. À ce niveau-là de la session, alors je check vite fait l'heure. Ouais, ça va. Vous allez me dire, ok, 30% de temps passé à faire de la conception, c'est pas un peu coûteux? Personne ne vous a fait la remarque? Enfin, non, personne ne nous a fait la remarque en vrai. Moi, j'ai un regard de coach à apporter sur les bénéfices de cette façon de faire. Et donc, je vais vous parler du bus factor. Le bus factor, est-ce que quelqu'un connaît ce que c'est? Ok. Alors, le bus factor, en gros, c'est un indicateur qui mesure la concentration d'informations dans les différents individus d'une équipe. En gros, c'est quoi? Il faut qu'au bout de combien de personnes de mon équipe qui se font écraser par un bus, mon projet est en grave danger. Alors, écrasé par un bus, ou ils ont un accident de ski, se retrouvent 2 mois en arrêt maladie, ou ils démissionnent parce qu'il a trouvé mieux ailleurs, ou voilà. L'important, c'est si quelqu'un part de façon inattendue d'une équipe, on perd forcément des connaissances, des compétences. Au bout d'un certain moment, le projet peut être gravement en danger. Le bus factor, c'est le nombre de personnes au bout duquel le projet est en danger, en fait. Il y a eu une étude qui a été faite en juillet 2015 sur 133 projets populaires sur GitHub. On a demandé à ces projets, en fait, quel était leur bus factor. 46% ont un bus factor de 1, c'est-à-dire qu'il suffit qu'il y ait une personne, la mauvaise personne, pour quasiment la moitié de ces projets-là, qui partent, le projet s'effondre. Un projet sur 2. 28%, c'est-à-dire un peu moins d'un projet sur 3, a un bus factor de 2. Si on fait la somme, ça fait les 3/4 des projets qui ont un bus factor qui est inférieur à 2. Voilà. Et là, on peut parler de risque genre à des managers, etc., de dire, OK, nous, notre compétence, le produit, il est basé sur des personnes, en fait. C'est les personnes qui le construisent. Si j'ai 2 personnes qui partent, le projet tombe par terre, ou si j'ai une personne qui part, le projet tombe par terre. C'est un risque qu'il faut mitiger. Comment on fait pour mitiger ça? On fait en sorte que tout le monde puisse, en fait, intervenir sur toutes les parties du produit, que l'architecture soit quelque chose de partagé, que les compétences soient le plus partagées possible, qu'elles se diffusent. Alors oui, chacun a son expertise, etc., mais faire en sorte qu'on puisse la propager au sein de l'équipe, et on se garantit un peu plus du bus factor. J'aimerais que vous preniez 1 minute pour réfléchir à, dans votre équipe, là, aujourd'hui, il est de combien votre bus factor? Ceux pour qui le bus factor est de 1, j'aimerais que vous vous leviez. Ok, merci. Ceux dont le bus factor est de 2. Ok. On est aussi à peu près sur la moitié des projets. Voilà. Est-ce que vous trouvez ça toujours coûteux de faire 30% de temps de conception tous ensemble? Non, mais il faut faire passer le message. Tout à fait. C'est pour ça que je vous donne cet outil. On me disait donc il faut faire passer le message. Un outil comme le bus factor, ça permet d'expliquer facilement à des managers pourquoi c'est important que la compétence, que les connaissances, elles soient partagées. Le temps qu'on passe à faire de la documentation aussi, etc. Voilà, ça c'est des choses
quand on est dans une organisation relativement classique d'équipe, enfin des choses que j'ai souvent vues dans mon passé de consultante, c'est-à-dire où on a, alors j'ai pris l'exemple d'une équipe agile avec un product owner, un scrum master, un développeur de la techno A, genre un développeur base de données, un développeur IHM, un développeur je ne sais quoi, un QA, un testeur. Et ben, quand il y a un bus qui arrive, on imagine assez bien que voilà, que le projet il s'effondre facilement en vrai. Et puis, sans même parler d'un bus, qu'est-ce qui se passe si on doit faire une réorientation technique? Je ne sais pas, une solution technique qu'on a choisie et sur laquelle du coup on a pris des experts, un expert, un développeur, se fait racheter ou met la clé sous la porte ou je ne sais quoi. C'est quoi mon temps pour pivoter? Et je fais quoi de cette personne qui était experte dans la techno et qui du coup il va plus me servir à rien si elle est vraiment experte juste sur son silo à elle. Et si j'ai un changement de stratégie aussi au niveau produit et que je dois me réorienter, c'est pareil. Combien de temps ça me prend à pivoter en fait en ayant des gens très spécialisés? Nous en fait, on peut modéliser un peu notre façon de nous organiser comme ça. On est auto-organisé, c'est-à-dire que l'équipe n'a pas... On a des préférences, c'est-à-dire que moi je suis officiellement product owner et c'est plutôt moi qui vais m'occuper de gérer le backlog, mais comme je vous disais tout à l'heure, l'équipe le fait tout autant. J'ai un développeur qui est particulièrement attentif à... j'ai plus grand-chose dans le next avant le to-do, les prochaines tâches, ça se vide. Il faut que tu nous réalimentes ou qu'est-ce qu'on rajoute? Et d'ailleurs, les développeurs ont tous le droit de rajouter des user stories dans le backlog. Ils ne me demandent pas la permission, c'est eux qui savent en fait ce qu'il y a à faire. Moi, comme je vous disais, j'ai un passé j'ai fait une école d'ingé, je comprends l'informatique et je participe aux ateliers de conception en fait. Entièrement. Des fois, j'amène des solutions aussi. On n'a pas d'étiquette, on n'a pas de case vraiment en fait. De la même façon, les développeurs s'impliquent sur la communication du produit. Voilà, c'est pour vous donner des exemples. Et du coup, on a des compétences et des connaissances qui sont partagées au niveau de tout le monde. On s'auto-organise sur notre façon de gérer nos responsabilités et on n'est plus dans des responsabilités individuelles, mais dans une co-responsabilité pour atteindre des enjeux. Et c'est ça qui fait que quand le bus il arrive, c'est lui qui recule quoi. Voilà. Non, ah oui, si. Alors, en fait, je suis pas venue seule aujourd'hui. J'ai un passager clandestin. Et dans pas si longtemps que ça, dans 2 mois, je vais être en congé maternité pour 4 mois. Et je vais pas être remplacée parce que en fait, je sais qu'avec l'équipe, on va trouver une façon de faire où les gens font déjà une partie de ce que je fais au quotidien. Et donc du coup, j'ai pas besoin qu'on me remplace. On va faire un atelier tous ensemble pour voir comment concrètement on va s'organiser ou comment ils vont s'organiser sans moi et comment je peux les aider avant de partir en congé mat pour qu'ils puissent tenir faire les activités qu'habituellement moi je fais et qu'elles soient réellement faites et que l'équipe n'en pâtisse pas. C'est pour vous montrer un exemple du bienfait en fait de cette organisation-là. Du coup, vous voyez, on travaille beaucoup en équipe, on collabore, etc. Et en fait, d'une certaine façon, la dynamique d'équipe, c'est notre bien le plus précieux. Notre organisation, elle marche parce qu'on a une très bonne dynamique d'équipe. Déjà, un truc moi qui m'émerveille chaque jour dans cette équipe, c'est qu'il n'y a pas de concours d'ego. J'en ai fait des équipes de développement. Hein. C'est ma solution la meilleure, c'est moi le plus fort. Je dis pas que tous les développeurs sont comme ça. Hein. Mais il y a souvent un développeur dans l'équipe. Je peux vous parler du syndrome Real de Madrid. On embauche des stars, ils n'arrivent pas à bosser ensemble. Alors, c'est moins vrai maintenant, mais c'était vrai il y a quelques années de ça, quand j'ai imaginé cette métaphore. Dans notre équipe, c'est vrai que les gens sont super ouverts. L'important pour eux, c'est de trouver la meilleure solution et pas forcément que ce soit la leur. Ils ont envie d'enrichir la solution des autres, etc. Et ça, c'est quelque chose de très, très riche. Et du coup,
Le moment du recrutement d'une nouvelle personne et le moment de l'intégration d'une nouvelle personne, c'est un moment qui est risqué. Attention, risqué, ça ne veut pas dire que c'est des catastrophes à chaque fois. C'est juste que c'est un moment sur lequel il faut amener de l'attention pour ne pas casser ce bien précieux qu'on a, en fait. Et malheureusement, parfois, il y a des erreurs de casting. Une erreur de casting, c'est quoi? C'est quelqu'un dont on a mal évalué les compétences, par exemple, en entretien, ou l'incompétence, d'ailleurs, parfois. C'est quelqu'un qui n'a pas les mêmes valeurs que le reste de l'équipe, avec qui il n'est pas possible de travailler. Quelqu'un qui se révèle différemment de ce qu'on a vu en entretien. Ça vous est déjà arrivé, à vous, de travailler avec une erreur de casting? Levez la main, n'ayez pas peur. Ok. C'est pas étonnant, hein. C'est pas étonnant. Dans les façons classiques de recruter et d'intégrer les gens, c'est pas étonnant. Nous, ça nous est arrivé aussi. Ça nous est arrivé, ça a mis en péril notre dynamique d'équipe. Et comme je vous l'ai dit, ça a mis en péril notre dynamique d'équipe, ça a mis en péril notre projet. Et je vais vous raconter ça, parce que je ne veux pas vous raconter que des choses qui marchent bien. C'est intéressant, mais c'est pas... Je m'assois un petit peu parce que je commence à... Je suis enceinte, j'ai le droit. Au début du projet, on avait un peu du mal à recruter des développeurs parce qu'on ne pouvait pas encore communiquer sur notre produit. On voulait garder un certain secret, comme c'est un produit innovant, donc on ne pouvait pas dire dans les annonces « venez développer ça ». Du coup, c'est un peu compliqué de recruter des bons développeurs en leur disant pas sur quoi ils vont travailler, en leur disant « viens, on te promet que ça va être chouette ». C'est-à-dire que c'est même pas qu'on n'arrivait pas à les recruter, on n'arrivait pas à avoir des candidats. Donc, on a commencé à être un peu moins regardant sur la qualité des candidats. C'est un truc qui arrive. Et un jour, donc, notre manager... Alors, c'était au début où moi je suis arrivée dans le projet, j'étais arrivée depuis un mois et demi, donc j'avais pas encore pris cette place aussi large dans l'équipe, et j'étais pas encore intégrée au processus de recrutement. Et donc, le manager arrive dans l'équipe, donc à l'époque on était 4, et dit, dans 3 mois, voilà, Eric, Voldemort, excusez-moi. On va l'appeler Voldemort pour garder son anonymat. Voldemort arrive dans 3 mois, voilà. Ok, cool. Et effectivement, il arrive 3 mois plus tard, et puis progressivement, je commence à sentir des vibrations bizarres dans l'équipe. Une perturbation de la force. Ça passe par des petits trucs, hein. Le symptôme du casque toute la journée. Vous l'avez vu ça, un développeur qui se met à avoir un casque toute la journée? Quelqu'un qui était ouvert avant et tout ça, qui participe plus vraiment aux réunions d'équipe. Il y a moins d'échanges dans les ateliers de conception, dans les rétrospectives. Les rétros, elles sont plus tendues d'ailleurs, et il y a de moins en moins de bienveillance dans l'équipe. C'est des choses assez... Moi, je suis très intuitive, hein, donc voilà, j'étais sur le ressenti. Mais j'avais quand même remarqué des comportements que je dirais peu assertifs de la part de cette personne, de Voldemort. En atelier de conception, des fois c'était... il avait une idée et quand l'équipe lui essayait de lui expliquer pourquoi son idée n'était pas bonne, pas applicable, etc., il se braquait. Et il est arrivé qu'ils finissent par dire « bon, on fait comme vous voulez ». Donc, on fait comme vous voulez, je me désolidarise si la solution n'est pas la bonne, voilà. Et en fait, le truc, c'est qu'il implémentait quand même sa solution en douce. Je vous laisse imaginer les tensions après au niveau des développeurs, ce que ça pouvait provoquer. Comme je vous disais, moi j'ai un background technique, j'arrive à comprendre la technique, maintenant je suis bien incapable de juger le niveau technique de quelqu'un. C'est pas moi l'expert, c'est pas mon boulot, et je me sentirais pas de le faire. Mais j'avais quand même des doutes parce que il y avait des réflexions, des idées qu'il émettait en fait en atelier de conception qui me paraissaient vraiment très bizarres, quoi. Et du coup, je me disais, bon, est-ce que c'est que moi? C'est compliqué, en fait, quand on a une erreur de casting, d'aller être la personne qui va dire mais machin, en fait, c'est un gros con. Ou mais machin, en fait, il est nul. Enfin,
On ne veut pas passer pour le salaud de service, en vrai. C'est difficile. Alors du coup, ce que j'ai fait, c'est que je suis allée voir mon manager. Je lui ai dit, voilà, je sens qu'il y a un truc qui ne va pas, il y a la dynamique de l'équipe qui est perturbée, c'est dangereux, il faut qu'on s'occupe de la situation. Alors là, mon manager, il m'a un peu scotché. Il m'a dit, oui, alors en fait, c'est vrai que pour l'entretien, moi j'ai été appelée après quelque part, donc en fait, je l'ai vu que 10 minutes, donc je ne peux pas vraiment te dire pour son niveau technique. Ah, ça aurait été bien que je le sache, genre essayer d'évaluer ça dans les premiers jours, quoi. Voilà. Et puis, je savais que d'un point de vue communication, ça allait être un challenge. En gros, je savais que c'était un profil risqué. Et tu ne nous en as pas parlé. Bon, ça, on a résolu le truc. Hein. Depuis, je lui ai fait ce feedback. J'ai dit, pourquoi tu ne m'en as pas parlé? On aurait pu mettre en place des choses pour vérifier. En fait, au moment où la personne est arrivée, ce qu'il en était. On aurait pu mettre un accompagnement spécifique aussi. Du coup, on n'a pas fait. Et il faut que j'accélère. Bon, ok. Ouais, alors... Et en fait, du coup, on a résolu la situation en 3 phases. D'abord, une phase de diagnostic. Je suis allée voir l'équipe, avec l'accord de mon manager. Je suis allée voir chaque personne individuellement de l'équipe pour dire, voilà, qu'est-ce que tu penses de Voldemort? Et là, ah ben ça me rassure, il n'y a pas que moi qui pense ça. Ouais. Et il y avait ceux qui n'avaient pas travaillé avec, ils disaient, je sais pas. Bon, ok, mais ceux qui avaient travaillé avec, c'est moi honnêtement, j'ai commencé à l'éviter, c'est pour ça que je mets le casque toute la journée. Ah tiens, enfin voilà, c'est et quelqu'un m'a fait une remarque très juste, il a dit, on l'a invité à un de nos apéros, oui parce qu'on fait des apéros toutes les 2 semaines, des apéros d'équipe. On l'a invité à un de nos apéros, vous nous avez dit, séduisez-le pour vous assurer qu'il vienne. Ouais, parce qu'on avait eu une expérience un peu négative, quelqu'un qui avait dit qu'il venait, et puis qui finalement n'est pas venu. Alors du coup, on avait été un peu échaudés, on s'est dit, allez, il faut que quand quelqu'un a envie de venir, il faut qu'on lui donne vraiment envie de venir jusqu'au bout, au moment où il arrive, quoi. Donc, on vous l'avait fait venir à un apéro, vous nous avez dit séduisez-le, mais vous nous avez pas demandé de feedback sur cette personne. Je fais, ah ouais, c'est vrai. C'est bête, c'est quand même. J'aurais pu y penser. Et donc, du coup, bon, on a partagé, en fait, moi j'ai synthétisé un feedback pour cette personne. On a fait un rendez-vous avec la RH, on lui a partagé ce feedback et on a dit voilà, il faut qu'on prévoie un plan d'amélioration. On a défini des actions avec lui, dont notamment du mentoring par une personne de l'équipe qui était bien disposée vis-à-vis de Voldemort. J'ai pas pris son plus grand opposant, au contraire, j'ai pris quelqu'un qui était plutôt neutre vis-à-vis de lui et avec le choix duquel il était d'accord. Et de fait, le mentoring s'est révélé désastreux. C'est-à-dire que ça a mis encore plus en lumière l'incompétence et l'impossibilité à communiquer de cette personne, en fait. Le fait qu'elle n'était pas dans nos valeurs à nous, qu'en fait, elle voyait le projet comme un moyen d'acquérir des compétences pour son CV et pas du tout de construire quelque chose globalement en équipe comme tous les autres voulaient faire. Et du coup, on avait de la chance, on était encore en période d'essai, on s'en est séparés. L'histoire, elle s'est bien finie, du coup. Mais ça a été un petit traumatisme pour l'équipe et on en a parlé pendant quelques temps après. Ça nous a vraiment marqué en fait. Et du coup, on a réfléchi pour améliorer notre processus de recrutement et d'intégration. Donc, l'intégration, ça commence dès le recrutement et c'est l'affaire de toute l'équipe. Avant le recrutement, qu'est-ce qu'on fait? Bon, on a le classique entretien RH où moi je participe maintenant. Pour pouvoir vérifier que la personne partage nos valeurs. C'est compliqué, hein, si vous me demandez comment tu fais pour vérifier les valeurs de la personne. Je vois dans ma boule. Non, c'est plus du ressenti. Et une question que j'aime bien en fait poser, c'est quoi ton meilleur souvenir de boulot? Quand vous posez cette question à quelqu'un, vous apprenez beaucoup de choses en fait sur lui. Donc, c'est quoi ta meilleure expérience de boulot? Et après, sinon, on peut poser des questions sur les erreurs aussi. C'est intéressant de voir comment la personne a géré ses erreurs dans le passé. Bon, après, vous pouvez trouver vos façons à vous de le faire. On a toute l'équipe qui prépare l'entretien technique. Donc, l'équipe lit le CV de la personne, va voir son GitHub, etc.
et prépare des questions pour donc mon manager qui est le directeur technique et qui fait l'entretien technique. Et potentiellement accompagné de développeurs sur des compétences spécifiques, histoire de pouvoir poser des questions aussi assez pointues. On fait aussi une rencontre avec toute l'équipe. Alors, c'est pas en mode jury, quelque chose de très formel, hein, c'est on se met devant notre tableau blanc où on fait nos ateliers de conception, on lui présente l'architecture de notre produit et on interagit avec lui, on voit s'il pose des questions, comment ça se passe, etc. En fait, on fait une espèce d'atelier de conception avec lui, en vrai. On fait une répétition de ce qui sera quelques mois plus tard, quoi, quand il sera vraiment avec nous. Et ça nous permet de voir comment on interagit. Et puis, on l'invite à boire une bière aussi, parce que les gens qui vont pas forcément bien être à l'aise dans un atelier tout de suite avec des gens qu'ils connaissent pas, peut-être ils peuvent s'ouvrir un peu plus devant une bière. Donc voilà. Et après le recrutement, donc déjà on a mis en place une checklist de nouvelles arrivantes pour préparer correctement l'arrivée de la personne, qu'il ait ses outils, ses comptes, ses machins, enfin voilà, sur laquelle l'équipe s'auto-organise bien sûr pour faire les actions. On fait, dès son arrivée, la première chose qu'on fait, c'est un atelier d'architecture au tableau, où c'est la dernière personne qui est arrivée dans l'équipe qui présente au nouvel arrivant l'architecture du produit, où la personne peut poser toutes ses questions. On l'aide à choisir aussi ses premières tâches, voir s'il a envie d'être plutôt en mode binomage ou de faire tout seul. Enfin voilà, on essaye de vraiment l'accompagner sur être efficace rapidement en fait, et pouvoir prendre des sujets. On fait un suivi d'intégration, c'est-à-dire que moi je fais des points réguliers avec cette personne jusqu'à ce qu'on estime que ce soit plus nécessaire pour voir si lui se sent bien, si nous on se sent bien avec lui. Je demande du feedback à l'équipe avant de faire ces points-là. Et ça nous permet de valider en étant serein la période d'essai. Parce qu'il n'y a rien de plus horrible que de se dire « Ah bon, la période d'essai elle est finie ?» Mais moi j'étais pas bien sûre qu'il fallait le garder. Bon, bref. Et oui, on continue bien sûr à faire des apéros toutes les 2 semaines. Je voulais juste faire un petit focus sur le courage. Je vais le faire très rapidement parce que là c'est fini. Mais le courage, on parle beaucoup du courage comme valeur de Scrum. On parle du courage dans l'équipe. Moi je pense que j'ai découvert en fait ce que ça voulait dire aussi le courage managérial. Le fait d'aller dire cette personne on ne peut pas la garder, elle est dangereuse pour l'équipe. Le fait de dire à la direction, laissez l'équipe s'auto-organiser. L'important c'est que nous on tient nos objectifs. L'heure à laquelle on arrive, le fait qu'il y en a qui bossent de chez eux le soir, c'est pas votre problème à vous, l'important c'est qu'on tienne nos enjeux en fait au final, et c'est ce qu'on fait. Voilà. Et en fait, pour moi, le courage managérial, c'est vraiment une chose indispensable pour qu'on ait une agilité pérenne dans l'équipe. La chance que j'ai, c'est qu'on me laisse avoir ce courage-là, c'est-à-dire que les gens au-dessus de moi ont le courage d'entendre ce que je leur dis aussi, et ça c'est hyper précieux. Et je vais finir avec ce grand philosophe du 9e siècle, qui dit il faut bien comprendre le système des valeurs, après ça va tout seul. On est passé de 4 personnes à 12 personnes en 1 an. On est resté agile dans une agilité qui nous est propre, mais qui marche bien. On va encore grandir probablement, il y a des chances que Zeul, ça devienne une filiale, etc., que l'organisation s'étoffe. Et je ne suis pas inquiète un instant sur le fait qu'on va trouver tous ensemble, au fur et à mesure que les besoins vont se poser, que les questions vont se poser, la bonne façon de le faire, parce que, en fait, ce qui compte, c'est les valeurs. Je vous remercie.